Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci à Karim Tabieb de me permettre de faire une conférence dans ce lieu magnifique, chargé d'histoire lui aussi, même si c'est une histoire plus récente que celle des Halles, pour célébrer l'ouverture de cette année Baltard, année qui rend hommage évidemment à un architecte à la fois très connu, qui ne connaît pas l'expression les Halles de Baltard, même s'il n'était pas tout seul à les inventer, et qui connaît aussi le détail de ce qu'il a pu faire pour la ville de Paris, pour transformer Paris, pour accompagner au fond cette transformation de Paris, très importante, à la fois sous la monarchie de Juillet, c'est là où il a commencé à travailler sur Paris, et surtout sous le Second Empire. Et on va voir un peu son parcours, sa carrière, en quoi il a beaucoup contribué à construire Paris, à rénover Paris, à restaurer, à embellir Paris également. Au-delà, bien sûr, des Halles dont nous avons toute la mémoire, j'y reviendrai tout à l'heure. On ne peut pas parler de Victor Baltard sans évoquer la figure de son père, Pierre Baltard, Louis-Pierre Baltard, né en 1764, vous voyez quand même presque au milieu du XVIIIe siècle, mort en 1846, et qui était une grande figure de l'architecture, grand architecte néoclassique important, célèbre en particulier pour avoir fait ce palais de justice de Lyon, très monumental, vous voyez, avec cette colonnade imposante. Et Louis-Pierre Baltard était un architecte, bien sûr, connu, reconnu, puisqu'il a été professeur de théorie à l'école des Beaux-Arts. Le professeur de théorie, c'est celui qui donnait les sujets des concours à l'école et qui enseignait aussi la théorie de l'architecture, qui était une théorie qui se fondait, comme vous le savez, sur la réinterprétation des exemples que l'Antiquité gréco-romaine nous avait laissés. Donc Louis-Pierre Baltard, grande figure, et qui va avoir 10 enfants. Et l'un de ses enfants, Victor, un peu poussé par son père, il faut bien le dire, va embrasser cette carrière d'architecte dans les traces de son père. Je vais vous faire quelques petits tableaux comme ça qui donnent quelques dates, et puis ensuite j'illustrerai ces quelques dates, on va suivre un peu son parcours, par des images. Donc Victor Baltard, il naît en 1805, sous l'Empire, donc, 10 frères et sœurs, et il va obtenir une bourse, parce que professeur à l'école des Beaux-Arts, grand architecte comme Louis-Pierre Baltard, c'est pas forcément une situation où on a beaucoup d'argent. C'est une famille qui reste relativement modeste, mais une famille d'artistes, entourée d'artistes. Et on va voir que Victor Baltard lui-même va beaucoup côtoyer des grands artistes de son époque. Il obtient une bourse de la ville de Paris pour étudier au collège Henri IV, il fait des bonnes études. Et d'ailleurs, il hésite entre préparer le concours d'entrée à l'école polytechnique, donc prendre une voie plutôt scientifique ou poussé un peu par son père, finalement, il décide de concourir à l'entrée de l'école des Beaux-Arts. C'est bien un concours d'admission à l'école, on ne rentrait pas comme ça, on ne s'inscrivait pas, et il y est admis en 1824. Il est élève de son père, bien sûr, mais aussi de Debray, de Percier et Fontaine, deux grands architectes qui avaient travaillé sous l'Empire, le Premier Empire. Sa sœur s'est mariée d'ailleurs avec un architecte qui était lui-même professeur de construction après à l'école des Beaux-Arts. Donc il va également rentrer non seulement dans la section architecture, c'est normal pour quelqu'un qui se destine à l'architecture, mais dans la section peinture, il y avait plusieurs sections à l'école des Beaux-Arts, parce qu'il avait un goût pour le dessin, pour la peinture. On va voir quelques exemples de sa production, et on voit qu'il avait, comme tous les architectes de son époque d'ailleurs, une vraie compétence pour le dessin, le croquis, et il va accompagner d'ailleurs, il va côtoyer un milieu d'artistes peintres qui vont être ses amis au fond, et des sculpteurs également d'ailleurs, qui vont l'accompagner toute sa vie. Il obtient, donc 9 ans après son entrée à l'école, qu'il avait préparé quand même, donc peut-être pendant 2 ans, il obtient le Grand Prix de Rome. Le Grand Prix de Rome, c'est un prix très prestigieux, vous voyez qu'on l'a pas tout de suite, il s'est pris d'ailleurs à 3 fois pour l'avoir. Mais ce Grand Prix de Rome vous permet d'aller aux frais de l'État pendant 4 ou 5 ans à la Villa Médicis à Rome, d'être pensionnaire à Rome pour y faire des relevés, pour étudier, pour aussi réunir des exemples, des bons exemples de l'architecture romaine ou italienne, antique en tous les cas, parfois en Grèce, et qui vont permettre de nourrir ensuite l'enseignement et qui vont permettre de rapporter ou d'envoyer de Rome des projets également qui vont en quelque sorte s'inscrire dans la pédagogie de l'école des Beaux-Arts. Donc le Grand Prix de Rome, c'est le prix le plus prestigieux en termes d'architecture. Juste avant de partir à Rome, il va d'ailleurs se marier un peu sous l'injonction de son père avec Adélaïde Lequeux, qui est la sœur d'un architecte, lui aussi, qui s'appelle Paul-Eugène Lequeux. Donc vous voyez qu'il est bien entouré, il part à Rome, il a d'ailleurs une petite fille, et il va séjourner à Rome
pas dans la Villa Médicis, comme il est marié, il aura un logement à l'extérieur. Donc pensionnaire dans une villa Médicis très prestigieuse, qui reste encore aujourd'hui un lieu de villégiature et de prestige tout à fait exceptionnel, et qui a la particularité à cette époque d'être dirigée par Ingres. Ingres, grand peintre bien sûr académique, dirait-on peut-être, enfin à partir de 1835, il devient directeur de cette prestigieuse académie, et Ingres est un peu le chef de file bien sûr de cette école classique de peinture, un peu en rivalité avec Delacroix, son grand rival, qui est lui beaucoup plus flamboyant, on peut dire, dans l'expression. Mais Ingres reste une référence. Et Baltard va devenir un ami d'Ingres. Un ami qu'il va suivre pendant toute sa vie. Il voyage un peu en Italie, en Sicile notamment, dans les Pouilles, à Naples également. Il voulait aller en Grèce, il voulait passer quelque temps en Grèce pour relever des monuments grecs, mais il a demandé l'autorisation, parce que quand on est pensionnaire à Rome, on est logé, nourri, payé, et donc on est soumis en quelque sorte à une règle. Et finalement, l'Académie des Beaux-Arts à Paris refuse de l'envoyer en Grèce en disant non, il y a suffisamment à étudier à Rome, eh bien, ou en Italie, c'est pas la peine d'aller si loin, même si plus tard d'autres pensionnaires iront en Grèce. Donc il va faire différents envois de Rome, ce qu'on appelle les envois de Rome, c'est des projets aussi qui s'inspirent bien sûr de l'Antiquité, qui restituent éventuellement des projets. Il va notamment restituer le théâtre de Pompée à Rome, dont il ne reste pas grand-chose, des substructions souterraines, et à partir de cela, il va quand même réimaginer tout un projet pour dessiner le théâtre de Pompée tel qu'il était, ou tel qu'on pensait qu'il était dans l'Antiquité. Et il rentre à Paris en 1839. Donc, jeune architecte, 1839, il est né en 1805, il a quand même 34 ans, vous voyez, on est jeune architecte, je vous le dis, encore aujourd'hui, jusqu'à l'âge de 40 ans au moins, hein, parce que c'est un métier qui demande une longue formation et une longue expérience. Voici un autoportrait de Victor Baltard. Vous le voyez plongé dans un livre. Il va d'ailleurs publier un livre sur l'histoire de la Villa Médicis à son retour. Vous voyez le thé, l'équerre qui sont accrochés au mur. Voilà, il se représente, jeune architecte avec son petit collier de barbe caractéristique qu'il va porter toute sa vie. Voilà un des tableaux, un des dessins qu'il fait, un tableau qu'il fait de la Villa Médicis, que vous voyez à gauche, le paysage magnifique de Rome qui s'étend au pied, qu'il peint quand il est à Rome. Et puis quelques croquis de la Villa Médicis, un pont dans les environs de Rome, qui va nourrir en quelque sorte son appétit pour la découverte de cette antiquité qu'il va toujours beaucoup apprécier, comme les architectes de sa génération, tout en étant aussi un novateur. On va voir quand même ce double aspect de Baltard, un architecte très classique, hein, qui s'inspire vraiment de l'antiquité gréco-romaine telle qu'on l'enseigne à l'école des Beaux-Arts, mais qui va quand même, à l'instar d'autres architectes, comme Henri Labrouste par exemple, eh bien, adopter, et notamment avec les Halles, et puis dans l'église Saint-Augustin qu'on va voir tout à l'heure, eh bien, adopter ce matériau nouveau qu'est le fer. Il voyage, il s'inspire de l'antiquité grecque en Italie, à Paestum par exemple, et puis il va aussi être assez influencé par cette découverte que l'on fait de cette antiquité grecque, et on comprend, et notamment avec des architectes comme Hittorf, qu'elle n'est pas en noir et blanc, c'est pas une architecture blanche telle que les ruines aujourd'hui présentes nous les montrent, mais c'est une architecture au contraire extrêmement colorée, peinte jusqu'au dernier centimètre carré, tout est peint, même les sculptures, pour donner une exubérance colorée à l'Antiquité, ce qui est assez nouveau parce qu'on interprétait l'Antiquité à quelque chose de beaucoup plus sobre. Et on va voir que Baltard va se souvenir de cette Antiquité gréco-romaine quand il va intervenir dans un certain nombre, notamment d'églises de Paris. Voilà une restitution de 3 temples hein, qu'il propose avec vous voyez, ces dessins, cette coloration qu'il va restituer dans les temples. C'est un peu nouveau à l'époque, ça fait un petit peu scandale, c'est déjà un peu établi depuis quelques années, mais à l'époque où il est à Rome. Mais c'est quelque chose quand même qui est important dans l'interprétation nouvelle de l'Antiquité gréco-romaine que l'on commence à faire à partir des années 1820-1830. Voilà un portrait de Baltard et un portrait de sa femme, leur petite fille en bas à droite. Portrait dessiné par Ingres. On reconnaît hein, la patte du maître avec cette précision hallucinante qu'avait Ingres pour dessiner, restituer les portraits. Ingres est d'ailleurs aujourd'hui peut-être plus connu pour ses portraits, ou apprécié en tous les cas pour ses portraits tout à fait extraordinaires, portraits dessinés ou portraits peints, que pour les grandes œuvres de peinture néoclassique qu'il a produites à l'époque.
Je vous remets une petite parenthèse pour ouvrir un peu le contexte dans lequel, donc on est dans les années 1830, dans lequel Baltard fait ses études, passe 5 ans à Rome, un peu loin de tout d'ailleurs, on est quand même un petit peu exilé quand on est à Rome, et revient en 1839 dans une France qui commence à bouger, dans une Europe, on pourrait dire, qui commence à bouger, notamment sous l'influence de la révolution industrielle, qui démarre, comme vous le savez, en Angleterre, et qui est marquée en particulier par le premier pont entièrement métallique en 1779 en Angleterre, un endroit qui s'appelle Coalbrookdale. Coalbrookdale, c'est-à-dire le ruisseau de la vallée où il y a à la fois de l'eau et du charbon. Et c'est là où va se développer notamment la nouvelle métallurgie britannique qui permet de produire du fer, pas seulement à partir du charbon de bois, qui se raréfie déjà à l'époque, mais à partir du charbon de terre. Et donc il va ouvrir la voie à une production industrielle de masse, et ce pont de Coalbrookdale marque aussi le fait que le fer, ici c'est de la fonte, un peu plus matériaux, un peu plus dur, un peu plus cassant, un peu moins malléable que le fer, mais c'est la même chose, et même éléments chimiques, eh bien, permet de produire, de construire des structures qui remplacent éventuellement le bois, la pierre, qui vont permettre de couvrir de grands espaces, qui vont permettre d'une architecture nouvelle d'émerger. Premier pont métallique en France, c'est un peu la réaction de Napoléon qui dit oui, les Anglais ont fait le pont de Coalbrookdale et puis à l'époque, en 1800, ils ont déjà fait une trentaine de ponts métalliques. Nous aussi, on va faire un pont métallique. C'est le pont des Arts, le premier pont des Arts, qui a été reconstruit, comme vous le savez, il y a une vingtaine d'années et dont il reste d'ailleurs une arche à côté du pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne, qui a été aussi récupérée à l'époque de la démolition de 1820-1850, c'est quand même l'âge de la fonte. La fonte, c'est du fer, élément chimique Fe, mais qui contient un peu de carbone, 4-5% de carbone, ce qui lui donne son caractère de résistance, de dureté aussi. On ne peut pas le percer facilement, c'est cassant. Et on va simplement, à partir des années 1850, purifier cette fonte pour faire du fer, matériau dans lequel, par exemple, la tour Eiffel est construite. Puis aujourd'hui, on utilise de l'acier à partir de la fin du 19e siècle. Donc cette première partie du siècle, c'est vraiment l'âge de la fonte, où on voit notamment quelques exemples. En Angleterre, je vous dis 30 ponts métalliques déjà dans les années 1800, et puis on va la voir commencer à être utilisée, cette fonte. Bien, par exemple, dans la reconstruction de la flèche de la cathédrale de Rouen. Il n'y a pas que celle de Paris qui est tombée, celle de Rouen a également subi des désordres, elle est reconstruite en métal. La cathédrale de Chartres a vu tout son comble brûler. Il y a des images de l'époque, enfin des estampes de l'époque qui montrent un incendie très spectaculaire qui, par miracle, n'a pas détruit la cathédrale de l'époque. On a reconstruit sa charpente en fonte pour justement qu'elle ne brûle plus. Et puis, Bibliothèque Sainte-Geneviève, par Henri Labrousse, qui est un peu le contemporain de Baltard, quelques années près, et qui va être un des premiers à montrer, avec Baltard d'ailleurs, la possibilité d'insérer une architecture métallique, qui est une architecture radicalement nouvelle. Le fer, on l'utilisait sous forme de crampons, sous forme de chaînage, de petits éléments d'assemblage, bien sûr. Mais avec cette production industrielle qui se développe dans la première moitié du 19e siècle, eh bien, on va pouvoir utiliser le métal pour des charpentes beaucoup plus importantes. Et la bibliothèque Sainte-Geneviève, je vous ai montré une image tout à l'heure, eh bien, elle permet de montrer qu'on peut à la fois avoir une bibliothèque très classique, presque italianisante de l'extérieur, et puis à l'intérieur, on peut avoir cette architecture métallique qui permet de couvrir des grands espaces, de laisser la lumière, et puis qui est incombustible, et donc qui protège une bibliothèque. Les livres, malheureusement, ça brûle. Eh bien, ça permet de limiter les risques d'incendie. 1851, c'est le grande exposition de Londres avec ce palais de cristal qui montre aussi les ressources nouvelles de la technique en alliant non seulement la fonte, avec du bois d'ailleurs, donc ce palais de cristal qui va être une démonstration, c'est un énorme bâtiment, il fait 400 mètres de long, c'est le plus grand bâtiment du monde à l'époque, il englobe même des arbres, des grands arbres, et bien qui va montrer les ressources nouvelles que le métal peut allier avec le verre, les ressources nouvelles architecturales que ça permet de créer. On a des grands espaces tout d'un coup qui n'existaient pas avant, qui peuvent se permettre d'être construits. Voilà le pont de Coalbrookdale, construit en Angleterre, 30 mètres de large. Il est toujours sauvegardé aujourd'hui, il fait partie du patrimoine d'ailleurs mondial de l'UNESCO. Un pont métallique qui pourrait de loin ressembler presque à un pont en bois, mais avec une forme assez originale, des éléments très légers, et qui contraste évidemment avec les ponts en maçonnerie que l'on construisait à l'époque. Voilà notre vue du pont de Coalbrookdale.
et qui était un véritable manifeste construit en fait par un industriel pour montrer tout simplement les capacités du métal. Le petit pont des Arts à côté avec des petites portées, hein, de l'ordre d'une vingtaine de mètres seulement, ou même moins que ça. Et puis on va commencer à utiliser la fonte pas seulement pour les porter dans les ponts, mais parce que le métal ne brûle pas. Et si on remplace le bois dans une charpente par du métal, ici c'est les combles de la Bourse de Paris, eh bien on a une charpente bien sûr légère qu'on ne voit pas d'ailleurs, mais qui est évidemment une garantie contre des risques de déclenchement ou de propagation d'un incendie. On le fait aussi sur des bâtiments, comme ici, cet bâtiment de stockage à Liverpool, où on allie évidemment la fonte, des colonnes en fonte avec des arches, comme vous le devinez, et des arches en briques. Tout ça, ça fait des matériaux incombustibles et capables de supporter des charges très lourdes. C'est un dock, on stocke des matières inflammables, du coton par exemple, de l'huile, etc., qui sont importées à Liverpool. Eh bien, ça permet de les stocker dans des bonnes conditions. Et on commence aussi à utiliser ce métal dans des structures plus visibles. Un dock ou des combles, ça ne se voit pas beaucoup. On les utilise notamment dans des marchés. Ici, le marché de la Madeleine, la structure du marché de la Madeleine, qui a disparu aujourd'hui, marché en Angleterre aussi, où on voit qu'en fait, avec ces éléments très fins, très légers, parce qu'avec une colonne en fonte à peu près de 10 cm de diamètre, vous supportez la même charge qu'avec un pilier en maçonnerie, à peu près de 40 cm de côté. Donc vous avez vraiment une résistance intrinsèque beaucoup plus forte, et ce qui permet d'avoir une architecture plus légère qui, associée au verre, va donner cette architecture un peu filigranesque, qui est nouvelle à l'époque, hein, qu'on n'a pas vue encore bien sûr, et qui commence à proposer des modèles et des exemples nouveaux d'architecture. Cette alliance du fer, du verre ou des éléments vitrés, on va la découvrir aussi dans les passages couverts, ici la galerie Vivienne, 1823, ou le passage du Grand Serre, un peu plus tard, hein, qui permet de proposer, au fond, pas seulement une rupture technologique, parce que mettre un plafond vitré, c'est pas si compliqué, mais quand même, ça permet de proposer des espaces de sociabilité nouvelles, liés au commerce, qui se développe, avec des vitrines. La vitrine, c'est un élément nouveau au début du XIXe siècle, ça nous paraît banal aujourd'hui, avec derrière la vitrine, des éléments déjà fabriqués. Hein, vous rentrez pas, vous allez chez le tailleur, vous allez normalement, à l'époque, vous faites faire un costume, il n'y a rien à voir dans la vitrine, peut-être un peu d'échantillons de tissu. Là, vous pouvez rentrer et acheter des choses prêtes à porter. Choses qui nous paraissent absolument banales aujourd'hui, mais qui sont des nouveautés pour l'époque. Et ces passages couverts offrent des cheminements secs, couverts, des intempéries, bien sûr, éclairés la nuit par le gaz. L'électricité va venir qu'en 1900 à peu près, avec aussi des vitrines, des boutiques. Ils font un lieu propre par rapport à la rue de Paris qui n'a pas de trottoir en général à l'époque, et bien qui offre une innovation dans la manière même de pratiquer la ville, de découvrir la ville, de parcourir la ville. On est en 1823. Baltard, à l'époque, vous voyez, il a 15 ans, il est né en 1805, il commence tout juste à découvrir le monde. La comble de la cathédrale de Chartres, hein, recouvert de tôle de cuivre, c'est pour ça que le comble est vert. Donc vous direz oui, c'est une charpente tout à fait classique. Hein. Oui, effectivement, on a repris la forme même de l'ancienne toiture de Chartres, mais à l'intérieur, vous avez cette charpente métallique incroyable, qui est une espèce de grand hall, très très fine, très légère, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose, et faite d'éléments en fonte qui sont boulonnés les uns aux autres, avec une forme un petit peu gothique d'ailleurs, et qui est, malgré le fait qu'elle soit totalement invisible, personne ne la voit sauf à la visiter spécialement, eh bien, qui permet de tout simplement, associé à la tôle de cuivre de couverture, eh bien d'avoir une charpente totalement incombustible. Personnellement, je trouve ça très bien qu'on ait reconstruit la charpente de Notre-Dame de Paris en bois, on retrouve un savoir-faire, etc. C'est très bien. Mais, j'avais dit, regretté général Georges Lain, que j'avais eu au téléphone assez longuement, j'avais dit, écoutez, en général, je n'aimerais pas être à la place de celui qui va décider de reconstruire cette charpente en bois, parce que le jour où elle brûlera, alors on l'espère que non, mais peut-être dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 500 ans, elle brûlera parce qu'elle est en bois, comme on brûlait beaucoup de charpentes d'église. Voilà, on aurait pu peut-être éviter cela si on l'avait reconstruite comme la cathédrale de Chartres en 1836, hein, il y a quand même 2 siècles, eh bien en métal ou même en béton. Bon,
je ferme la parenthèse, maintenant je ne vais pas non plus dénigrer la magnifique restauration de Notre-Dame, c'est clair. Une autre flèche, on a reconstruit la flèche de Viollet-le-Duc à Notre-Dame en bois, bien sûr, et elle est tout à fait à l'identique, ça c'est plutôt bien d'ailleurs. Ici, vous voyez la flèche de la cathédrale de Rouen qu'on a reconstruite en fonte, à peu près à la même époque, ça a été plus long, le chantier a duré quand même quelques dizaines d'années. On l'a restauré récemment, renforcé, parce que les éléments étaient un peu cassés, mais vous voyez qu'on a pu réinterpréter, avec de la fonte, des éléments en fonte, eh bien, une expression visuelle, au fond, néo-gothique. Voilà cette bibliothèque Sainte-Geneviève d'Henri Labrousse dont je vous parlais. Vous voyez, ce bâtiment, c'est sur la place du Panthéon, un bâtiment de plan très très simple, c'est un rectangle avec 2 étages. Au sous-sol, au rez-de-chaussée, il y a le stockage des livres, et puis la salle de lecture qui se trouve à l'étage, avec des grandes fenêtres. Vous voyez un bâtiment très, très italien dans son expression, très classique au fond. Et bâtiment construit, ouvert, inauguré en 1848, construit donc dans les années 1840. Et à l'intérieur, vous avez cette salle de lecture, magnifique, peut-être ne la connaissez-vous pas, mais allez jeter un petit coup d'œil, vous n'êtes pas forcé de vous inscrire à la bibliothèque, c'est une bibliothèque universitaire aujourd'hui, mais vous pouvez jeter un coup d'œil dans ce lieu extraordinaire. Vous voyez que ces arcs qui sont en fonte, avec cette petite fleur caractéristique du savoir, est portée par des colonnes extrêmement fines, ce qui permet à la lumière de se diffuser, ce qui évite au regard d'être bloqué par des maçonneries. Les fenêtres latérales prodiguent de la lumière, et vous voyez que cette voûte en plâtre permet de diffuser la lumière. Au-dessus, vous avez une autre charpente, métallique aussi, qui fait que cette bibliothèque, eh bien, peut-être dans sa partie inférieure, en tous les cas dans sa partie supérieure, ne pourra pas brûler, parce qu'il n'y a rien à brûler tout simplement dans cette charpente. Donc à la fois un effet de légèreté, de transparence, de lumière, on peut dire technique, un effet de protection contre les risques d'incendie, et puis en même temps un effet architectural incroyable. On se croirait effectivement presque dans une église, peut-être plus lumineux qu'encore qu'une église. Les fines colonnes d'ailleurs sont peut-être inspirées du réfectoire de l'ancienne abbaye de Saint-Martin, des Champs, qui est aujourd'hui la salle de lecture de la bibliothèque du CNAM. Et donc vous voyez cette nouveauté, et au fond ce qui est intéressant aussi dans ces bibliothèques, parce que c'est un des premiers bâtiments en France en tous les cas, où on voit cette charpente métallique, on voit ces arcs métalliques associés au plâtre, eh bien on voit que l'architecture métallique ultra moderne à l'époque, complètement nouvelle, eh bien participe quand même à la composition architecturale d'un bâtiment classique, dans son extérieur, dans son apparence. Donc vous voyez bien qu'on est vraiment dans la conjonction de 2 mondes, un monde classique qui va poursuivre d'ailleurs tout au long du XIXe siècle la définition d'une architecture dite éclectique, qui puise en fait aux ressources de l'Antiquité, et puis une technologie moderne qui permet des effets nouveaux, des effets techniques, mais aussi des effets architecturaux nouveaux, qui va être aussi mis en œuvre par notre ami Baltard. Je montre ça simplement, c'est l'autre bibliothèque construite par Labrousse, mais quelques années plus tard, inaugurée sous le Second Empire, Bibliothèque nationale, ancienne salle de lecture de la Bibliothèque nationale, qui est aujourd'hui une bibliothèque consacrée à l'art sous toutes ses formes. Colonnettes très fines, coupole avec des éclairages, double verrière aussi d'ailleurs au-dessus. Et on retrouve dans cette bibliothèque, au fond, ce qu'on va trouver aussi dans les halles, légèreté des supports, transparence, lumière à l'intérieur. Et voilà le fameux Crystal Palace, qui est donc un bâtiment, des colonnes en fond, certaines poutres en bois, et puis ces verres, ces vitrages, qui sont à l'époque 40 cm par 1,20 m, c'est les plus grands vitrages qu'on sait faire. Aujourd'hui, simplement ici, les vitrages de cette pièce construite dans les années 1870 sont beaucoup plus grands déjà, et aujourd'hui, on sait faire bien sûr des vitrages encore plus grands. Mais voilà, qui montre que, associé au verre, eh bien, le métal permet non seulement de couvrir des espaces, de les protéger, d'éclairer l'intérieur, avec un éclairage au gaz, on n'est pas comme aujourd'hui dans l'éclairage électrique à profusion, et permet surtout de créer des effets incroyables, des effets d'ampleur, de volume, de fantasmagorie architecturale qu'on trouvait peut-être dans certaines églises, mais là on est vraiment dans un édifice profane qui est totalement démultiplié par rapport à une église classique. C'est l'époque aussi où les chemins de fer se développent, à partir de 1837, dans les années 1840. Première gare de Lyon, à Paris, qui a été reconstruite, comme vous le savez, en 1900, mais qui montre aussi cette conjonction intéressante d'une architecture. Vous voyez, il y a quelques petits piliers latéraux en pierre, c'est assez limité, un soubassement, des petites arcades, comme à la bibliothèque Sainte-Geneviève d'ailleurs,
Et puis au-dessus, on voit ces charpentes métalliques qui éclairent les quais qui sont protégés comme ça par cette charpente. Là aussi, typique de l'époque, cette conjonction entre une architecture assez classique au fond. On n'a pas renoncé à ce classicisme, et on ne va pas y renoncer d'ailleurs de sitôt, mais en même temps, on y intègre les éléments nouveaux que le métal peut apporter. La gare de l'Est, inaugurée en 1853, ça c'est le premier pavillon, la partie gauche de la gare de l'Est, elle sera étendue, comme vous le savez, dans les années 20, pour être dédoublée à l'identique. Même chose, ces arcades qui expriment l'ouverture, qui expriment le côté, l'interaction entre la ville finalement et l'espace de la gare. Et puis, on devine avec cette grande fenêtre thermale, eh bien, la charpente métallique qui va couvrir l'espace qui se trouve derrière la gare, qui définit un grand volume qui existe encore aujourd'hui, mais raccourci, nettement raccourci, à peu près au tiers de sa longueur initiale, et qui vous montre cette conjonction, là aussi, d'une architecture, au fond, qui présente sa façade à la ville, classique, et puis d'une technologie intérieure qui permet de couvrir ces espaces pour ce mode de transport totalement nouveau qui est bien sûr le chemin de fer. Et donc une charpente métallique avec ces éléments qui existent toujours, ces tirants un petit peu compliqués qu'on va simplifier d'ailleurs par la suite. Dernière image qui montre ce contexte, l'exposition universelle de Paris de 1855. On est sur les Champs-Élysées, c'est un grand bâtiment construit le long des Champs-Élysées, à peu près à l'emplacement, disons, à la hauteur du Petit Palais actuel. Grand bâtiment, vous voyez, vous reconnaissez peut-être même là aussi la bibliothèque Sainte-Geneviève, cette architecture d'arcade, ce grand arc monumental, surmonté d'une statue d'ailleurs qui se trouve encore dans le parc de Saint-Cloud, si je ne m'abuse. Il était encore il n'y a pas si longtemps. Donc, grand bâtiment qui est le palais de l'industrie, qui va être le principal bâtiment de l'exposition universelle de Paris de 55, qui fait pièce à l'exposition de Londres, ouverte 4 ans plus tôt. Et puis à l'intérieur, cet espace monumental, couvert par une très grande verrière, dans lequel vous pouvez organiser des grandes manifestations comme ici, des salons, tout un tas d'expositions. Et un bâtiment qui va perdurer aussi quelque temps sur les Champs-Élysées. Revenons à notre ami Baltard, qui donc revient de Rome en 1839, il a 34 ans, il est quand même... voilà, il a fait des longues études, il s'est éloigné un petit peu du milieu finalement parisien dans lequel les choses se décident, se font. Mais il obtient un premier poste un peu modeste. Il avait travaillé sur des chantiers déjà auparavant, mais enfin il obtient un premier poste d'architecte intérimaire d'un arrondissement à Paris, en particulier chargé de la décoration et de la restauration des églises. Ça c'est important parce qu'il va poursuivre avec beaucoup de zèle cette activité. En 1840, il obtient aussi un poste d'inspecteur des fêtes et travaux d'art de la ville de Paris. Je vais montrer quelques exemples. On faisait des fêtes avec des décorations absolument monumentales, presque à échelle 1. On va le voir. Il gagne un concours très important en 1841. On a rapatrié l'année d'avant les cendres de Napoléon de Sainte-Hélène à Paris. On fait un grand concours pour le tombeau de Napoléon. Il gagne le premier prix. Malheureusement, c'est pas lui qui fait le projet, c'est Visconti, le projet de Visconti qui est réalisé. C'est le projet du tombeau qui se trouve actuellement aux Invalides, comme vous le savez. Mais il se fait remarquer quand même. On voit qu'il a du talent et qu'il, participant à ce genre de concours, il y avait beaucoup de candidats, plusieurs centaines, eh bien, il émerge du lot déjà. Et du coup, il va être nommé professeur suppléant de son père, qui est fatigué, qui est un peu malade, et donc il va remplacer son père comme professeur de théorie à l'école des Beaux-Arts. Et il va se faire un peu reconnaître et obtenir une mission importante, mais ça, je vais y revenir dans un instant, sur les Halles centrales en 1845. En 1846, il va faire son premier, on va dire, son premier bâtiment qu'il va lui-même signer, en fait, en remplacement d'ailleurs d'un autre architecte, qui s'appelle l'Hôtel du Timbre. Alors voilà le projet qu'il propose en 1841, c'est vu de profil, le statue équestre de Napoléon, et on rentre, vous voyez, par le... C'est un cénotaphe, ça, on rentre par le socle, il y a une porte, et puis on va descendre un escalier, on va arriver dans la crypte où se trouve le tombeau de Napoléon, un beau tableau, un beau tombeau en granit rouge. Et donc ce projet ne sera pas réalisé. Voici l'hôtel du Timbre, qui se trouve actuellement rue de la Banque. Petit bâtiment, pas énorme, mais quand même une commande qui le fait déjà remarquer, dans lequel il peut traduire l'expression de son amour du classicisme, mais qui a des combles métalliques déjà à l'époque. Dans le timbre, on va conserver des papiers, des archives, et donc des archives, ça brûle, et donc là aussi, comme beaucoup d'églises ou de théâtres à l'époque, on remplace les charpentes en bois par des charpentes métalliques.
Et il propose plusieurs innovations dans ce bâtiment, assez modeste, mais qui quand même marque d'une certaine manière le début de sa carrière de bâtisseur, de constructeur. Les Halles, donc, j'y reviens, et j'avais consacré un livre entier à ça il y a pas mal d'années, comme l'a rappelé Mme Taillet, en 1980. C'est un de mes tout premiers livres. Les Halles, c'est une affaire compliquée parce que sous la monarchie de Juillet, à partir des années 1839 et dans les années qui vont suivre, on se pose la question du déplacement éventuel des Halles. Faut-il reconstruire? Les Halles, c'était plusieurs marchés, on va voir quelques images, plusieurs marchés dispersés dans le centre de Paris, près de Saint-Eustache, au même endroit où elles étaient aujourd'hui, mais dispersés dans différents bâtiments spécialisés, chacun dans un domaine. Et on se pose la question, faut-il les maintenir sur place? Paris est en train de grandir, déjà. Ça génère beaucoup d'encombrements, de difficultés. Ne faudrait-il pas mieux les reconstruire, par exemple, sur le terrain de la Halle aux Vins? On a construit finalement autre chose. Faut-il pas donc sortir? C'est ce qu'on va faire dans les années 60. On va reconstruire 60-70. On va reconstruire les Halles à Rungis, comme vous le savez. Mais on se pose déjà la question. En 1840, il y a une commission qui est créée, il y a des projets, beaucoup d'études, etc. Napoléon avait déjà eu l'idée de reconstruire, Napoléon Ier, de reconstruire un grand bâtiment à l'emplacement des anciennes halles, qu'il aurait appelé le Louvre du peuple, donner au fond au peuple de quoi assurer sa subsistance. Et ces projets, ces réflexions vont faire que Baltard et Félix Calais, un architecte qui est plus âgé que lui, qui travaillait pour les chemins de fer notamment de la compagnie d'Orléans, eh bien, ils vont être chargés tous les deux de proposer, de réfléchir comme architectes sur la reconstruction éventuelle des Halles. Parce qu'on va décider assez vite tout de même de reconstruire les Halles et de ne pas les exiler trop loin, parce que le centre de Paris, c'est comme aussi le centre où tout converge, les approvisionnements convergent. Mais ça va être un peu plus compliqué que cela, puisqu'on va poser une première pierre en 1851, le 15 septembre. 15 septembre, c'est une date importante parce que le coup d'État de Napoléon, du prince président, il était président de la République, Napoléon, et il n'était pas encore empereur. Hein. Il avait prévu de faire un coup d'État pour prendre le pouvoir 3 jours après. Il l'annonce d'ailleurs d'une manière voilée dans son discours, dans la pose de la première pierre. Enfin, on lit très bien qu'il pose les premières pierres des fondations, pas seulement des Halles, mais d'un nouveau régime politique, etc. Bon, rétrospectivement, on peut dire, bah oui, il avait déjà dans l'idée de son coup d'État qui est en fait décalé au 2 décembre. Le projet des Halles, on va voir des photos, commence, mais le 3 juin 1853, le pavillon est quasiment terminé, ou presque. Eh bien, tout d'un coup, vous allez voir le pavillon assez massif, classique, avec une architecture de pierre extérieure. Eh bien, finalement, le chantier va être arrêté par Napoléon III, qui est sensible à la rumeur publique, qui a d'ailleurs surnommé ce bâtiment un peu massif le Fort des Halles, et va l'arrêter. Et puis, intéressant parce que 10 jours plus tard, Baltard et Calais vont proposer 3 nouveaux projets. 10 jours, donc ils ont dû travailler jour et nuit pour faire 3 nouveaux projets, 3 variantes, pour se plier aux injonctions de Napoléon III, qui avait vécu en Angleterre, vous vous en souvenez, avant de revenir en France, aux injonctions de Napoléon III, qui veut en fait une architecture beaucoup plus contemporaine. Selon ces mots rapportés par Haussmann, on ne va pas toujours faire crédit à Haussmann de ce qu'il dit dans ses mémoires, mais il disait Napoléon III voulait du fer, rien que du fer, comme dans les gares, comme dans ces bâtiments nouveaux qu'on commençait à voir. Et donc Baltard et Calais refont des projets avec du fer, rien que du fer, 3 variantes. Le préfet Berger est viré, parce qu'évidemment, c'est quand même un échec, ces halles, elles ne plaisent pas, et donc il faut les refaire, arrêter le chantier. Haussmann, qui était à Bordeaux avant préfet, vient être appelé par Napoléon III à Paris pour reprendre en main Berger, les Halles et remplacer Berger. Alors Haussmann est quand même quelqu'un qui est un peu plus jeune que Baltard, qui était quand même protestant, comme Baltard, qui avait été également au lycée Henri IV, comme Baltard, juste 3 années de décalage, donc quand même avec quelques affinités, soutient Baltard tout de même si dans ses mémoires, Haussmann s'arroge le beau rôle en disant c'est grâce à moi que Baltard est resté, c'est parce que je l'ai protégé. Oui, c'est vrai, Haussmann l'a protégé, mais Baltard, quand Haussmann a été nommé, avait déjà fait ces 3 projets en variante. Et finalement, ces projets sont acceptés et les halles vont être construites en 2 tranches. Une première tranche, un premier groupe de 6 pavillons à l'est, donc côté vers la rue Saint-Denis, et puis les autres pavillons à l'ouest un peu plus tard, qui vont s'échelonner sous le Second Empire. D'ailleurs, le dernier pavillon va être inauguré
le groupe de l'Ouest en 1874. Et puis il y a même les 2 petits pavillons devant la Bourse du Commerce qui ne vont être construits que dans les années 30. Voilà, une affaire compliquée, donc il va occuper Baltard tout de même pendant, au fond, l'essentiel, une grande partie de sa carrière. Calais va décéder en 1853. Il ne va pas voir l'inauguration d'ailleurs des nouvelles halles. Et Baltard va donc travailler sur ce projet extrêmement complexe qui correspondait en fait à un quartier entier. Vous voyez, vous reconnaissez le bâtiment rond, l'ancienne halle au blé transformée en bourse de commerce, aujourd'hui centre d'exposition. L'église Saint-Eustache en haut, le marché des Prouverts, le marché à la viande à gauche, ensuite à droite le petit bâtiment, des petits bâtiments triangulaires, c'est le marché aux légumes, vous avez le marché aux œufs, au fromage, le bâtiment noir c'était la halle aux draps, vous aviez le marché des Innocents qui était un marché de détail autour de la fontaine des Innocents qui n'était pas au même endroit qu'aujourd'hui, on l'a déplacé sous l'Empire. Donc vous voyez cet ensemble de marchés. Et vous imaginez que toutes les rues du quartier étaient encombrées, bien sûr, d'étals, de marchés, etc. D'où la réflexion sur le déplacement possible des halles. Alors Baltard, une fois nommé, va faire pas mal de projets, je vous en montre juste quelques échantillonnages, parce qu'il a fait beaucoup de dessins, et bien va proposer, suivant les injonctions municipales, eh bien, projet d'abord de 8 pavillons. Hein. Vous connaissez Saint-Eustache, la halle au blé. 8 pavillons séparés par des rues, bien chaque pavillon étant associé à un type de commerce particulier, qu'il va donc proposer en 1845-48, faire un premier projet. Et puis on va avoir, parce que l'affaire est discutée, on a des contre-projets qui émergent, on a d'autres propositions, des propositions alternatives qui sont proposées par tel ou tel architecte. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur le projet de la municipalité de l'époque. Notamment un architecte Hector Auro lui propose de reconstruire les halles, mais cette fois-ci dans un site qui va des halles jusqu'à la Seine, en disant on peut comme ça approvisionner par bateau les halles, c'était pas idiot, avec un des grands bâtiments métalliques. On commence aussi à voir déjà émerger cette idée que, au fond, avec ce métal et ce verre, on peut couvrir des grands espaces, et dans la couverture d'un marché, eh bien, on sait que c'est évidemment plus confortable d'être à l'abri qu'en plein air, que la halle traditionnelle qui se trouve en plein air. Voilà le projet de Hector Auro à gauche, projet de Baltard à droite. Vous voyez, peut-être avec une ampleur peut-être trop importante pour le projet de Auro, parce qu'il aurait fallu exproprier tout un tas d'îlots qui étaient déjà qui étaient bâtis et qui étaient habités. Alors que dans le projet de Baltard, on avait déjà en partie le marché existant qu'il suffisait de démolir. Et Baltard et Calais vont proposer plusieurs projets, et notamment celui-ci qui va être construit en 1848 avec des variantes. Vous voyez ces pavillons en pierre, et puis cette halle métallique avec soubassement, etc., pavillon en pierre qui cache un petit peu la partie métallique derrière, mais qui permet, quand on regarde la coupe, de bien voir qu'effectivement toute la charpente à l'intérieur est assez délicatement ornée, hein, des éléments courbes, des éléments de décoration, des petites colonnettes en fonte très fines, cette verrière surélevée qui permet aussi de ventiler naturellement le marché. On retrouve la disposition assez classique des marchés couverts anciens. Et donc, on voit que dans ce projet de Baltard, eh bien, on a cette conjonction d'une architecture un peu classique, au fond, avec ces éléments nouveaux, métalliques, hein, tout à fait contemporains de la bibliothèque Sainte-Geneviève que je vous ai montré. Il y avait d'ailleurs un mot d'un historien intéressant sur la bibliothèque Sainte-Geneviève qui disait c'est comme le mécanisme d'une montre dans son boîtier. Prenez une montre à gousset, une montre bien fermée, jolie, gravée éventuellement, puis vous l'ouvrez, et puis vous avez à l'intérieur eh bien ce mécanisme complexe, hein, cette machinerie qui fait fonctionner la montre. C'est un peu la même chose ici. Donc c'est le projet qui va être construit, mais il y a quand même, dans les années 1852, au moment où on pose la première pierre, il y a encore des projets qui fleurissent, alternatifs, des grands projets comme celui ici d'un architecte qui s'appelle Duval. Vous voyez, on dirait un petit colisée, enfin un petit bâtiment ovale avec des arcades, et puis ces grandes rues couvertes, ces verrières, hein, qui permettent de distribuer différents marchés à l'intérieur. Ou un projet proposé par Maurice Thorez, c'est pas Maurice Thorez, hein, c'est Maurice Thorez, au cas où, avec des pavillons dispersés, une place centrale, des rues couvertes, vous voyez à l'arrière-plan, et qui permettent là aussi, un peu dans l'esprit de cette époque déjà, de distribuer fonctionnellement les différents marchés, la viande, les œufs, le beurre, le fromage, les légumes, etc.,
Parce que dès le début, les halles de Paris sont reconstruites en étant le marché de gros de Paris, mais aussi avec une partie marché de détail, qui permettait de s'approvisionner pour tout un chacun. La pose de la première pierre, Saint-Eustache à l'arrière-plan, donc on bénit la première pierre, etc. Vous voyez, peut-être pas, mais enfin, le prince président, comme on disait à l'époque, qui pose cette première pierre. Et puis, finalement, le pavillon qui sort de terre, donc dessiné par Baltard et Calais, qui sont revenus à une architecture un peu plus... où la partie métallique est vraiment à l'intérieur. On ne la voit pratiquement pas de l'extérieur. On la devine avec ces grandes fenêtres et puis cette superstructure qui émerge. Mais vous voyez, un pavillon qu'on va surnommer le fort de la halle. Le fort des halles, c'est ceux qui transportaient les marchandises, et parce qu'il a une apparence trop fermée. C'est en voyant ce pavillon et cette rumeur que finalement Napoléon III va décider d'arrêter les travaux. Belle photo de notre ami Charles Marville. Merci Mme Tailleul de l'avoir signalé tout à l'heure, parce que je viens de sortir un livre sur Marville. Et donc Marville était le photographe qui a beaucoup suivi les travaux du Second Empire, à la fois le Vieux Paris, et puis le Nouveau Paris. C'était une partie du Nouveau Paris qui apparaissait déjà. Et une photo que Marville a prise vers 1856, avant la démolition du pavillon. Et donc, Baltard et Calais vont reprendre leur projet, vont faire ce projet beaucoup plus ambitieux, qui va presque jusqu'à la rue Saint-Denis, qui va englober donc des pâtés de maisons existants, qui régularise avec une rue centrale et des rues couvertes transversales, qui régularise au fond tout ça, qui va donner au fond ce projet d'un marché moderne, métallique, suivant les injonctions de Napoléon III, avec au fond cette création de pavillons surélevés, ça permet la ventilation, l'éclairage zénital par le haut, et puis qui va donner au fond un modèle à beaucoup d'autres marchés couverts. Quand vous regardez les dessins, ici c'est un dessin conservé aux archives de Paris, très délicat, de cette partie métallique, vous voyez ces petites colonnes très fines, ces ornementations, et en même temps ces poutrelles, au fond c'est un vocabulaire technique, assez simple, mais qui inclut de l'ornement. Ou même pour les sous-sols, colonnes en fonte, creuses pour recueillir les eaux de pluie, éléments de support métallique, des voûtes en briques, etc., qui permet d'avoir un sous-sol avec le sol résistant, on peut mettre des grosses charges, et un sous-sol dans lequel on va pouvoir distribuer d'ailleurs un petit train, un petit chemin de fer qui va permettre d'approvisionner le marché. Donc vous voyez, c'est un marché extrêmement fonctionnel que Baltard et Calais construisent, même si Calais ne verra pas l'achèvement, et qui en même temps possède une expression architecturale nouvelle. On n'a jamais vu de bâtiment comme ça, tout en métal, en plein centre de Paris en plus. Donc ça frappe les esprits. Voici la démolition de la construction du corps de l'Ouest, avec Saint-Eustache derrière, la démolition du premier pavillon en pierre qui avait été construit. On le démolit carrément, on récupère les pierres pour s'en servir pour les fondations des nouveaux bâtiments. Et vous voyez cette amorce des rues couvertes, cette architecture extrêmement légère qui s'élève dans le ciel de Paris. Je pense que pour les Parisiens, voir ces halles se construire, c'est comme voir la Tour Eiffel. À l'époque, quelques années plus tard, en 1887, quand elle s'est construite, tout d'un coup, on a vu quelque chose de surgir, de radicalement nouveau dans sa forme et dans son expression. Encore une autre photo de Marville qui vous montre ces halles. Et puis au premier plan, on voit la fin de la démolition du pavillon existant. Vous voyez, on a l'impression au premier plan, devant le bâtiment, c'est une espèce de truc un peu flou. En fait, c'est noir de monde, mais les gens bougent. Et comme les photos étaient faites avec une très grosse chambre et avec des temps d'exposition de l'ordre de 15 secondes, eh bien, les gens ont le temps de bouger, et quand ils bougent, sur la photo, ça fait une espèce de voile blanc, flou, qui ne permet pas de rendre compte du nombre de membres. Vous voyez, ce voile blanc, vous le voyez bien ici au premier plan en bas. Là, ça veut dire qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui passent devant l'objectif, qui va au marché, et qui fait que ça crée un effet de photo comme s'il n'y avait personne, comme si c'était vide, ce qui n'est pas du tout le cas. Et par contre, ça met en valeur l'architecture qui se trouve derrière, avec ces pavillons indépendants, mais reliés par un système de rues couvertes, surélevées, éclairées là aussi. Donc on a vraiment un confort aussi de lumière, d'abri par rapport aux intempéries, et ça permet de mettre en valeur, bien sûr, la marchandise. Voilà l'ensemble des pavillons construits. Baltard lui-même a édité une grosse monographie des halles, quelques années plus tard après la construction, très fier de ce qu'il avait fait, bien sûr, et les halles qui sont devenues, dans Paris, un lieu extraordinaire, et puis un marché
un marché extrêmement fréquenté. J'en ai un souvenir, moi, d'enfance, d'être allé au Halles avec mon père. C'était quand même incroyable. La rue était noire de monde, on se bousculait, il y avait les étals, etc. Et c'était vraiment un spectacle pittoresque, mais qui ne pouvait peut-être pas durer éternellement, compte tenu de la croissance, tout simplement, de la région parisienne. Voilà des cartes postales qui ont célébré, vous voyez, ces scènes typiques des Halles, avec les marchands, ceux qui transportent avec des grands paniers, les marchandises, et puis ce marché qui était à la fois un marché de professionnels, comme aujourd'hui Rungis, mais aussi un marché pour le grand public, puisqu'on pouvait venir y faire ses courses. Voilà, avec ces pavillons extraordinaires, qui ont été donc... Le marché a déménagé à Rungis, les Halles se sont trouvées sur le carreau, si j'ose dire. À Paris, on a utilisé les Halles pour faire des spectacles. Il y a une école d'architecture qui s'est même mise dans les pavillons. Il y a eu pas mal d'usages possibles. Et puis finalement, malgré au fond une résistance et des protestations internationales, d'ailleurs, il y a prescription maintenant, mais moi, je peux vous dire que moi-même, j'ai manifesté en août 71 contre la démolition des Halles. J'ai reçu un coup de matraque qui passait juste à côté de mon oreille, sinon j'aurais peut-être plus d'oreille. Voilà, ça n'a pas suffi malheureusement. Et donc le marché a été démoli. Il y avait un Américain qui avait proposé de le racheter pour le démonter, le reconstruire aux États-Unis. On a trouvé que bon, on n'a pas voulu le faire. Pourquoi? Parce qu'on se serait senti un petit peu idiot d'avoir les Halles reconstruites, je sais, en Pennsylvanie par exemple, alors que nous on voulait pas les garder. Bon. Il y a tout de même eu une prise de conscience qu'il fallait faire quelque chose. On a décidé de sauvegarder un pavillon après cette démolition stupide, il faut bien le dire, et vraiment catastrophique. Bon, je pourrais citer les ministres et le préfet et le personnel qui étaient là à l'époque, mais ce serait cruel, mais en tous les cas, c'était une grosse perte. L'effet indirect de cette démolition a tout de même été la sauvegarde de la gare d'Orsay, qu'on devait démolir aussi, qui est aujourd'hui magnifique musée d'Orsay. La sauvegarde de la Grande Halle de la Villette, d'une des trois, il y en avait trois, mais la principale, sauvegardée, pour faire un grand centre aussi d'exposition. Et puis, ça a accéléré la prise de conscience que ce patrimoine du 19e siècle avait une vraie valeur. Et ce patrimoine, aujourd'hui, il est bien sûr reconnu, et on va voir que Baltard a contribué aussi, au-delà des Halles, à le constituer. Le fameux trou des Halles, avec le film de Marco Ferreri, les cow-boys qui étaient dans le trou des Halles, bon, qui nous laisse un souvenir, pour certains, assez poétique, au fond, ce trou des Halles, et aujourd'hui remplacé par un jardin, cette grande canopée construite par Patrick Berger, que personnellement j'aime bien, qui rappelle justement ce grand voile en couvrant un grand espace comme ça, qui était la caractéristique des Halles. Et le pavillon remonté à Nogent, on avait dit que c'était impossible de le démonter, de remonter, on l'a fait, c'est pas très compliqué finalement, où il sert bien sûr aujourd'hui de lieu de manifestation, de spectacle, tout à fait fonctionnel, agréable et intéressant. Alors Baltard, après les Halles, il va pas beaucoup construire d'autres marchés, même si le modèle des Halles va générer environ 400 marchés couverts en France. J'ai fait une petite étude là-dessus, 400 marchés couverts. Beaucoup ont été démolis, mais enfin disons un tiers ont été démolis, mais pas tous. À Paris, il a fait le marché Secrétan notamment. Peut-être un autre marché, mais c'est pas sûr. Et le marché aux bestiaux des abattoirs de la Villette. Marché Secrétan, construit en 1968, qui a été récemment rénové, en conservant la structure. On a posé un étage en dessous, vous le voyez. Et puis, le marché, y compris dans sa modénature, dans ses détails, a été très bien rénové pour en faire, au fond, aujourd'hui, un centre commercial, mais dédié à l'alimentaire. Je trouve ça une très bonne idée. Et ça rappelle, bien sûr, on retrouve la vocation initiale de ce marché. Baltard avait concouru sur d'autres projets. Il a fait un projet pour le marché du Temple, finalement, qui n'a pas été fait par lui, mais par un autre. Et puis à la Villette, donc grand marché aux bestiaux, puisqu'il y avait les abattoirs de la Villette, qui étaient sur la rive nord par rapport au canal, et le marché aux bestiaux, où les bestiaux étaient amenés, vendus, et puis ensuite pour être mis aux abattoirs. Baltard a fait non seulement les petits pavillons d'administration, mais ces halles magnifiques, ça c'est une photo un peu ancienne, des halles avec encore les stalles, et puis transformé, comme vous le savez, en grand lieu d'exposition. Et on voit toute la qualité, au fond, de cette architecture métallique que Baltard affectionnait. Et puis des exemples à Lyon, ici, à Altony Garnier, qui s'inspire aussi de cela. Et puis, dernière chose faite par Baltard, un peu dans cet esprit, c'est pas un marché, mais c'est les pompes funèbres municipales,
qu'il a faites au 104, qui sont devenus aujourd'hui voilà, le 104, grand lieu d'exposition de la ville de Paris, où on a transformé ce grand bâtiment qui était organisé autour d'une rue centrale éclairée par une verrière, avec des bâtiments en briques de chaque côté, briques et pierres, et bien qui est devenu un grand lieu d'exposition, vous voyez le même aujourd'hui. En gardant l'architecture, donc un lieu qui est assez... J'ai fait moi-même une grande expo et c'est un lieu exceptionnel. Alors Baltard, il est connu pour les halles, l'architecte des halles, bien sûr, les halles de Baltard. Mais il a fait, comme on l'a dit, beaucoup d'églises, beaucoup de restaurations, d'embellissements, d'adjonctions, y compris quelques églises neuves. En tout, il a travaillé sur une trentaine d'églises parisiennes. C'est considérable. Et on ne voit pas très bien d'ailleurs toujours ce qu'il a fait parce que comme il a restauré, il a changé, transformé un peu, mais il a aussi beaucoup œuvré pas seulement pour transformer l'architecture de ces églises, mais pour transformer la décoration de ces églises. À l'époque, l'habitude, c'était d'avoir des grands tableaux, pas grands ou petits ou moyens, suspendus, encadrés et suspendus sur les parois de l'église, là où on pouvait les mettre. Et Baltard a introduit une nouvelle idée qui était de dire on va remplacer ces tableaux par des fresques murales qui seront intégrées véritablement à l'architecture, intégrées y compris à la modénature, etc., et qui permettront donc d'avoir d'une part une intervention moderne, contemporaine, puisque ces fresques ont été faites sous le Second Empire pour beaucoup et après, et puis en même temps d'avoir cette idée que les églises retrouvaient une coloration que des tableaux souvent du XVIIe ne leur donnaient pas, donc on retrouve une fraîcheur, une luminosité, et ça permet aussi d'intégrer encore une fois la peinture, éventuellement la sculpture, mais la peinture surtout à l'architecture. Donc il va travailler à Saint-Séverin, d'abord, en y rajoutant une chapelle. Saint-Germain-des-Prés, on va voir quelques images où il aura une intervention importante, notamment avec son ami Hippolyte Flandrin, un grand peintre qui était pensionnaire à Rome avec lui, à la Villa Médicis, à Saint-Germain-l'Auxerrois. Il est nommé en 1848 architecte diocésain des églises de Paris, donc il aura véritablement la haute main sur la transformation et l'adaptation des églises parisiennes, ce qui explique le fait qu'il en ait beaucoup restauré et rénové. Saint-Gervais, Saint-Eustache, qui avait subi un incendie en 1844, qui va restaurer Saint-Eustache et travailler, on va voir quelques exemples aussi de mobilier qu'il va faire, parce que c'est pas seulement un architecte qui faisait de l'architecture des bâtiments, mais il faisait beaucoup d'éléments décoratifs, parce qu'il avait aussi cette capacité à dessiner, à peindre. Et puis, bien sûr, Saint-Jean-Saint-François, avec un porche, un nouveau porche, la chapelle des catéchismes, qui est une adjonction à l'église Saint-Étienne-du-Mont, Saint-Leu, Saint-Gilles, on va voir aussi comment il a intégré au fond une église existante. Et puis Saint-Augustin, qui est une œuvre plus importante, qui est, elle, une œuvre tout à fait neuve. Baltard, c'est un architecte classique, on l'a vu. C'est pas un architecte néo-gothique, dans la lignée de Viollet-le-Duc. Lui qui propose, par exemple, ici, pour l'église de Saint-Denis, de reconstruire la façade, et notamment la flèche, qui avait été détruite dans les années 1850. Il n'est pas dans la lignée de ce qu'on appelle les architectes diocésains, qui ont fait beaucoup d'églises néo-gothiques. Il n'est pas dans cette filiation de Viollet-le-Duc. Il est, lui, dans une architecture classique, et donc il va transformer ces églises en y apportant son savoir-faire de restaurateur, respectueux, mais en même temps d'une architecture plus tournée vers l'expression du classicisme. Petite chapelle à Saint-Séverin, il fait une étude dessinée par Baltard, elle est en noir et blanc, mais l'image réelle est en couleur, et avec une esquisse d'une fresque murale qui sera en fait réalisée par Hippolyte Flandrin. Baltard ne peint pas ses fresques, il fait des esquisses, il sait maîtriser, mais ensuite il confie à d'autres le soin de les mettre en œuvre. Saint-Germain-des-Prés, église très ancienne qui dépendait de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, entièrement restaurée par Baltard et repeinte, notamment avec ses fresques de Flandrin, des nouvelles chapelles. Il y a un monument d'ailleurs dédié à Flandrin. Et vous voyez cette coloration qu'a pris l'église, très très bien restaurée récemment, et ça on peut que remercier la ville de Paris d'avoir fait cet effort de redonner à cette belle église toute sa splendeur colorée. Elle est un peu méconnue parce qu'on passe souvent devant Saint-Germain, si on n'a peut-être pas l'idée d'y rentrer, on pense que c'est une église un peu classique, enfin gothique, ordinaire. Non, c'est une église tout à fait extraordinaire avec cette coloration, et ça c'est aussi donc une des premières œuvres de Baltard. À Saint-Eustache, donc Baltard a fait des travaux, même aussi à Saint-Germain-des-Prés, mais qu'on ne voit pas parce que c'est des travaux souvent de restauration. Mais il a doté quand même Saint-Eustache de 3 éléments nouveaux importants. Une chaire magnifique en bois, avec
ce travail de là où il a entièrement dessiné dans le détail. Vous voyez, il avait le sens aussi du décor et de l'ornement. Hein. Baltard, il savait aussi dessiner ce genre de choses. Il va dessiner le maître-autel avec une espèce de superstructure hein, qui va monumentaliser cet autel pour donner aussi en fond de perspective dans l'église de Saint-Eustache cette vision de l'autel. Et puis il va... Pardon, voilà, bon, ça peut passer. Dessiner le buffet d'orgue également, hein, qui est orgue, pas lui qui l'a réalisé, il y avait un facteur d'orgue qui l'a fait, mais enfin, un beau buffet monumental et qui fait partie, qui a été restauré aussi assez récemment d'ailleurs, puisqu'on a mis maintenant un pupitre, un nouveau pupitre en bas dans l'église, qui permet de jouer sur son pupitre dans l'église tout en actionnant cet orgue monumental. Donc voilà, Victor Baltard était non seulement associé à la restauration de ces églises, mais au décor. Il a fait des adjonctions ici à Saint-Étienne-du-Mont, une nouvelle chapelle qu'il construit. Vous voyez ce style un peu, avec quand même des éléments gothiques, on peut dire, mais pas tout à fait, avec des éléments classiques, ces arcs cintrés, beaucoup de vitraux aussi qui sont faits par ses amis peintres, vitraillistes, sculpteurs qui vont travailler à embellir les églises qu'il restaure. L'église Saint-François, Saint-Jean-Saint-François, qui est aujourd'hui l'église des Arméniens, Sainte-Croix de Paris des Arméniens. Donc il redéfinit un porche. Oui, si vous regardez le porche en détail dans la pierre, vous reconnaissez le bâtiment, l'hôtel du Timbre, hein, qu'il avait fait en 1839. Vous voyez bien un style particulier qui est un peu confondu avec un style plus général du Second Empire, et bien sûr, mais qui est quand même assez propre à Baltard. Détails toujours très précis, très bien dessinés. Et puis cette église Saint-Leu-Saint-Gilles qui est intéressante, qui est boulevard aujourd'hui le long du boulevard Sébastopol. Vous voyez l'église dont il va redessiner en fait le chevet de l'église et notamment le bâtiment qui est à gauche aussi, qui est une partie du presbytère et des annexes, etc. De la même manière de l'autre côté. Et vous voyez que cette église, eh bien, le chevet de l'église est coupé par une espèce de plan vertical où il n'y a pratiquement aucune saillie. Il y a un tout petit balcon qui fait une toute petite saillie sur l'extérieur, là, sur le bâtiment au premier plan. Pourquoi? Parce que le boulevard, un boulevard haussmannien, ça va tout droit et on est obligé de construire à l'alignement. Ce qui était d'ailleurs une bonne chose, ce qui a donné à Paris sa configuration et son physionomie encore actuelle, extrêmement résiliente. Donc il faut que l'église doit se plier à ça, et donc le chevet, on passe au ras du chevet, Baltard reconfigure le chevet et reconstruit même une espèce de bâtiment que vous voyez ici, qui vient en fait mettre l'église, incorporer l'église dans l'alignement de la nouvelle avenue, et qui est assez typique au fond dans l'architecture haussmannienne, dans l'urbanisme haussmannien. On n'a pas tellement détruit de monuments, notamment d'églises, mais on passe éventuellement au ras, et on se plie, et même les bâtiments existants, comme des églises, doivent se plier, au fond on règle, alignement, pas de saillies, les saillies importantes viendront beaucoup plus tard, à la fin du siècle seulement, et simplement ça met en quelque sorte cette église qui occupe tout un îlot avec ses annexes, hein, mais ça la met dans la configuration du nouveau Paris haussmannien. Voilà une autre. Alors ça, c'est la vue de l'autre côté, vous voyez, ce chevet repris. Et puis ces bâtiments latéraux qui viennent en quelque sorte encadrer l'église dans un espèce de rectangle, un peu serré comme ça, un peu crispé. Quand vous rentrez à l'intérieur, vous n'avez pas du tout cette impression, hein, parce que vous oubliez, vous retrouvez l'intérieur de l'église ancienne. Mais voilà, ça montre bien cette démarche d'adaptation, au fond, de l'architecture aux nécessités de l'urbanisme à l'époque. Et puis, Baltard a tout de même signé une église tout à fait originale, qui est l'église Saint-Augustin, 1859 à 1868. Une église qui se caractérise, en fait, vous voyez, par cette interprétation un petit peu, on peut dire néo-romane, hein, des arcs, c'est pas des arcs en ogive, c'est des arcs en plein cintre, grand porche, et puis très grande coupole monumentale derrière. Mais quand on regarde, voilà, ça c'est l'église, une photo de Marville à gauche d'ailleurs, de chevet. Vous voyez que cette église, là aussi, on a l'impression qu'elle est un peu, il n'y a pas des arcs-boutants pour s'épanouir sur les côtés, on a l'impression qu'elle a les coudes serrés comme ça, qu'elle est un peu contrainte par son environnement. Et oui, c'est parce que l'église est sur un terrain très exigu,
un terrain qui est pris en fait entre des avenues qu'on a tracées, une nouvelle avenue ici, Boulard-Malesherbes, etc. Donc sur un petit terrain qui est en fait, qui a même pas une forme régulière, qui est un terrain un peu bizarre, en forme un peu de losange, si on veut, tronqué. Donc il y a très peu de place. Et là-dedans, il faut faire une grande église quand même. C'est un nouveau quartier qui se développe, et donc il faut, à l'époque, quand on construit les églises aussi, parce qu'il fallait tout de même que les fidèles, les nouveaux habitants puissent la fréquenter. Et donc, avec cette contrainte très forte, eh bien, Baltard va réussir quand même à produire une église extrêmement originale. On va passer encore. Voilà, qui se caractérise. Et quand vous voyez le plan de l'église, on retrouve quand même la nef principale. Les bas-côtés, bah, vous voyez, ils sont même pas, ils sont obliques parce qu'il faut bien s'adapter. Et puis, par contre, le chœur, du coup, on n'a pas la possibilité de faire un transept, hein, c'est une croix, en fait, un plan traditionnel. Il va couvrir le chœur d'une grande coupole, très monumentale. Hein, en fait, il se souvient d'avoir vu le Panthéon de Rome ou la copiole de Saint-Pierre de Rome. On a aussi les Invalides avant, mais celle-là est quand même plus grande. Une grande coupole qui va permettre donc de monumentaliser ce chœur qui lui-même, l'autel, va être surélevé. Et donc on a vraiment l'idée d'une composition assez monumentale avec, vous voyez, l'encadrement des 4 petites chapelles latérales. Et puis le chœur qui devient vraiment, y compris de l'extérieur, un élément visuellement très présent. Pour arriver à faire tenir cette église comme ça, dans un terrain aussi exigu, il n'est pas question de la construire en pierre, parce qu'on sera obligé de mettre des arcs-boutants ou des contreforts, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Baltard va utiliser le fer, le métal. Il sait faire, puisqu'il a construit les halles. Déjà, il a cette expérience, cette maîtrise, et il va incorporer dans son église, en fait, une charpente métallique qui permet justement de s'affranchir, parce que la charpente est autostable en quelque sorte, qui va permettre de s'affranchir eh bien, des nécessités des voûtes en pierre auraient exigées. Voilà le dôme, qui est un double dôme, hein, comme vous l'avez vu sur la coupe. Hein, il y a un dôme qui couvre et puis ensuite un dôme par-dessus qui protège. C'est déjà classique à l'époque, des grandes fenêtres. Et cette grande nef, où vous voyez ces colonnes en fonte, assez fines, qui vont porter l'édifice, même si elles s'adossent à des murs en pierre, mais ce n'est pas des murs porteurs, ils ne portent qu'eux-mêmes. Et la couverture va être portée par ces éléments métalliques, vous voyez, ces arcs métalliques assez délicats, ornés, hein, où on incorpore dans la structure l'ornementation. La coupole également est portée par ces éléments métalliques, la suivante, et qui vont définir en fait une architecture d'une voûte presque gothique, mais au lieu d'avoir des éléments en pierre qui définissent les armatures de la voûte, eh bien, on a des éléments en fonte, tout simplement, métalliques. Voilà, donc c'est une espèce de graphisme qui est assez étrange et qui fait que cette église est curieuse de l'extérieur comme de l'intérieur par cet recours au métal. Baltard va faire d'autres choses, je vais passer un peu vite sur le fait qu'il est nommé architecte de l'Hôtel de Ville de Paris en 1850. Il va y faire beaucoup de travaux, en fait, de l'ancien Hôtel de Ville, pas celui-ci. Hein. Celui-ci, c'est la reconstruction après l'incendie de l'Hôtel de Ville sur la commune. Il va travailler aussi sur différents temples protestants, parce qu'il était protestant, l'église réformée du Saint-Esprit à Paris, le temple protestant de Nérac, hein, dans le centre de la France. Beaucoup de décorations diverses, 17 tombes, dont Flandrin, son ami Flandrin, qui était en même temps que lui à la Villa Médicis, dont celle de Ingres, qui était le directeur de la Villa Médicis quand il y était. Il va même travailler à la restauration d'un château à Cestas en Gironde pour le baron Haussmann, qui va d'ailleurs se plaindre que Baltard a dépassé les prix, a fait d'autres choses, ça a coûté trop cher, il a fallu, en plus, Baltard lui a présenté sa note d'honoraire, ben oui, il avait quand même travaillé, et puis Haussmann pensait qu'il ferait peut-être le travail gratuitement ou pour pas cher. Bon, Baltard, il fallait bien qu'il vive aussi, il n'était pas non plus, roulait pas sur l'or, et puis donc c'est le service de 104, hein, dont je vous ai montré tout à l'heure une photo. Voilà, alors ça c'est l'ancien escalier de la cour de l'Hôtel de Ville. L'Hôtel de Ville, comme aujourd'hui, était construit autour d'une cour. L'Hôtel de Ville, construit sous la Renaissance, qui avait été modifié, etc. Et Baltard va être chargé de travailler sur cette cour, va construire un très bel escalier, vous voyez, en fer à cheval, un peu monumental, au milieu de la cour. Et la cour, il va la couvrir d'une grande verrière métallique, hein, qui permet d'avoir une cour fermée, protégée des intempéries, et en même temps avec cet escalier monumental. Donc vous voyez ici une belle photo de
Marville, c'est bien, il y en a qui suivent, ça fait plaisir. Donc, cet escalier, malheureusement, comme tout l'hôtel de ville, va entièrement disparaître dans l'incendie de la commune, qui va faire disparaître aussi tous les archives de l'hôtel de ville, y compris l'état civil parisien, qu'on va reconstituer par la suite avec beaucoup de difficultés, mais toute la mémoire du peuple de Paris va en partie disparaître dans cet hôtel de ville. Dans l'incendie de cet hôtel de ville, on peut que le déplorer. Enfin bref, Baltard donc construit ça. Il va travailler à des décorations. Ici, c'est une décoration pour célébrer le retour des troupes victorieuses de Crimée. La guerre de Crimée, vous vous souvenez, il y a une expédition sous Napoléon III, et donc il y a des décorations, on ne voit pas très bien sur le dessin, mais assez monumentales, qui sont mises en place pour faire un grand défilé. Et puis une autre décoration assez spectaculaire. Vous voyez, ça, c'est pas l'arc de triomphe du Carrousel, c'est un arc de triomphe en bois et en plâtre, et en toile peut-être, qu'on construit place du Trône, place de la Nation aujourd'hui, parce qu'on inaugure le boulevard du Prince-Eugène, aujourd'hui le boulevard Voltaire, en 1862, et donc on a de grands arcs de triomphe monumental. Vous voyez, quand même, on faisait des décorations qui avaient un certain volume, une certaine ampleur, et c'est Baltard qui en est chargé, comme il va faire beaucoup d'autres décors, en fait, pour ces fêtes parisiennes, puisqu'il est architecte, encore une fois, de la ville de Paris, chargé en particulier de ces décorations, pas seulement dans les églises, mais pour les événements publics. Il va même dessiner, très beau, on peut dire presque pièce d'orfèvrerie, le berceau du prince impérial. Le prince impérial qui naît en 1854. Enfin, Napoléon III avec Eugénie a réussi à avoir un enfant. Et donc, voilà, très beau berceau, un peu monumental. Avec, vous voyez, une statue au-dessus. Vous voyez la figure sur la droite, c'est la ville de Paris, en fait, qui couronne le prince impérial. Donc, ça montre aussi l'hommage rendu par Baltard, architecte indépendant, mais employé par la ville. Le statut à l'époque était un peu plus ambigu qu'aujourd'hui. On pouvait être indépendant, avoir sa commande privée et en même temps être architecte municipal. On était plus libéral à l'époque qu'aujourd'hui. Et donc voilà, il fait ce décor avec des orfèvres, avec bien sûr, il a dessiné tout cela en détail, mais il ne l'a pas réalisé. Cette église réformée, c'est un temple protestant qu'il va... C'est un bâtiment un peu modeste, c'est rue Roquépine, un peu méconnu. Si on cherche bien, on pourrait voir beaucoup de choses de Baltard sans doute existantes, mais peut-être pas aussi affirmées que les Halles ou même que Saint-Augustin. Ici, le temple qu'il construit à Nérac, petit bâtiment aussi, très, très simple en pierre. On reconnaît un peu cette modestie, une certaine modestie architecturale de Baltard. C'est pas Charles Garnier, c'est pas l'architecte de l'Opéra. Mais il faut dire que c'est un programme un peu plus modeste. Hop, on a passé la maison, ça c'est pas très bonne photo, mais c'est la seule que j'ai trouvée, de la propriété du baron Haussmann, qui se fait construire donc son petit château, sa villégiature, sa maison de campagne en quelque sorte. Et puis les tombes, qui sont au Père-Lachaise, mais il a construit également des tombes au cimetière Montparnasse. Ici, c'est Hippolyte Flandrin, hein, donc le peintre qui a fait les peintures de Saint-Germain-des-Prés. Ingres, avec la tête bien caractéristique d'Ingres. Ici, c'est un organiste, le Fébure-Velli, dont il a fait également la tombe. Donc, vous voyez, on retrouve dans cette tombe cette architecture classique, un peu romaine, inspirée des tombes anciennes, qui va développer toute une série de tombes. On vient le chercher pour ça, parce qu'il a aussi cette capacité à intégrer dans un petit édifice très modeste, qui est une tombe, eh bien, des éléments d'architecture, mais aussi des éléments décoratifs, la sculpture. Il connaît aussi les sculpteurs qui vont l'aider à travailler, etc. Voilà. Puis il se fait aussi construire sa maison à Sceaux, en 1859. Maison un peu italienne, qui existe toujours à Sceaux. Le parc, je crois, était loti, ou est en train d'être loti par différentes petites maisons. Mais cette maison, je crois, existe toujours. Qui va appartenir après à la famille pendant longtemps, et va d'ailleurs léguer Victor Baltard, y compris les archives de son père, la famille. Elles sont aujourd'hui bien conservées. Voilà, et Baltard donc meurt en 1874, pas longtemps après donc la fin de l'Empire. Et je voulais quand même vous lire, pour terminer, quelques jugements qui ont été apportés sur Baltard. Donc vous voyez une œuvre plus considérable que les Halles, une œuvre intéressante parce qu'encore une fois, elle conjugue cet amour du classicisme avec l'intégration d'une modernité technique.
Et Baltard va avoir des éloges funèbres, parce qu'il est reconnu, il était membre de l'Institut aussi, il a quand même été reconnu, il a eu la Légion d'honneur, chevalier, puis après il a été officier, je crois. Reconnu par sa position, architecte de la ville de Paris, bon, quand même, qui a valu une certaine notoriété. Une notoriété qui est peut-être pas aussi importante qu'elle aurait pu être. Et merci encore une fois à la ville de Paris, Mme Taillet, de remettre Baltard un peu à l'honneur, justement, lui qui a tant fait pour Paris. Alors, je vous lis une citation de Charles Garnier, sur ses éloges funèbres prononcés en 1974, donc juste au moment du décès de Baltard. D'ailleurs, la statue que vous voyez, le buste que vous voyez est plus tardif. Il n'a pas été fait, il l'a fait un peu plus tard, quelques années plus tard. Alors, Charles Garnier disait, voilà, Victor Baltard peut être un docteur excellent, ou un remarquable politique. Il aurait pu devenir un savant, ou un industriel, un poète, ou un commerçant. Vous voyez, un peu quelqu'un très éclectique, très doué, en fait, il aurait pu faire une carrière scientifique, c'est vrai. Et alors, Charles Garnier ajoute, la pondération même de ses pensées et de ses tendances, vous l'avez vu, une architecture quand même qui n'est pas exhibitionniste, aurait pu devenir un obstacle à la production d'œuvres hors ligne. Lorsque l'équilibre est parfait entre toutes les qualités possédées par un homme, il est rare que l'étincelle jaillisse. Vous voulez dire qu'il faut être un peu... Pour être créatif, il faut être un peu givré, peut-être. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Enfin, on pourrait faire un débat là-dessus. Heureusement, disait Charles Garnier, il avait en lui une sorte de défaut qui l'a empêché d'être parfait. Vous voulez que je vous dise le défaut? Vous devinez le défaut ou pas? C'est pas évident. Il aimait un peu ce qui était compliqué. Ça, c'est le jugement de Garnier. À la réflexion, pas sûr que ce soit vrai, mais ce qui est vrai, c'est qu'il a été quelqu'un de, y compris humainement, d'après ce qu'on en sait, hein, je l'ai pas connu, vous non plus d'ailleurs, mais pondéré, calme, enfin, un peu à la fois inspiré par l'architecture, un homme inspiré, mais en même temps rationnel, encore une fois, il aurait pu être un scientifique, mais voilà, il conjuguait ses qualités. Alors, il y a un autre auteur qui s'appelle Henri de Laborde, qui la même année a fait lui aussi un petit éloge. Éclectique plutôt que doctrinaire, préoccupé à la fois des enseignements que nous a légués le passé et des innovations, ça on l'a bien vu, on a bien compris ça, des améliorations qu'appelle l'état présent de nos mœurs, ça c'est l'innovation du présent, dans cette belle salle, des améliorations qu'appelle l'état présent de nos mœurs, il ne se refuse ni aux réformes d'aucun genre, là où les intérêts de l'art et de l'histoire ont pu être méconnus ou compromis, ni aux mesures, si matérielles qu'elles soient, provoquées par les besoins modernes. Ça, c'est un bel éloge parce que c'est pas si évident que de conjuguer, encore une fois, cet amour du classicisme, de l'art, de la peinture, de la sculpture, de s'être entouré, d'avoir vécu dans un milieu d'artistes, au fond, d'avoir été lui-même un véritable artiste, et en même temps quelqu'un qui a permis aussi à Paris, d'affirmer une architecture absolument nouvelle, absolument innovante, avec ces halles de Paris, et puis beaucoup de choses, y compris Saint-Augustin par exemple, d'avoir permis cette irruption, cette installation dans le paysage parisien de ces innovations technologiques et industrielles que le 19e siècle nous a léguées. En ce sens, Baltard est vraiment, je pense, moi, un homme typiquement de son époque, et en particulier typiquement un homme de la restauration de la monarchie de Juillet, et du Second Empire. Il était véritablement un architecte qui a apporté sa signature à Paris, et plus que sa signature, qui a permis de construire aussi cette image de Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos chaleureux applaudissements et dans cette magnifique salle. C'est vraiment sympathique de se retrouver ensemble ce soir. Si vous avez quelques questions, moi je serais très volontiers désireux d'y répondre. Je crois qu'il y a un micro baladeur qui est ici. Ça permettra à tout le monde de profiter peut-être des questions.
Merci. Toutes mes félicitations. Ah. Oui, alors je crois qu'il y avait une question là-bas. Vous avez le micro, oui? Ça ne fonctionne pas. Ah si, Ça y est, ouais, c'est bon. Toutes mes félicitations Merci. pour votre prestation. Est-ce qu'on doit à Baltard le calpinage des parois extérieures des pavillons, des halles? Oui, bien sûr. Baltard avait, en dessinant ses parapluies, il reprenait le mot de Napoléon III, rapporté par Haussmann. Napoléon III avait dit, ce sont des parapluies qu'il nous faut, rien de plus. Du fer, rien que du fer. Il s'est aperçu qu'il y avait des colonnes et des charpentes légères, on avait un toit. Mais les halles étaient évidemment conçues aussi pour être fermées par des cloisons. Et il a dessiné le calpinage de briques avec des motifs de briques roses et blanches, en forme d'espèce de losange, les volets qui permettent d'éclairer et de ventiler l'intérieur, les vitrages dans les parties hautes et les volets dans les parties hautes. Donc il a effectivement associé au fond plusieurs matériaux, le fer, la brique, le verre, le bois pour les volets, pour définir une architecture qui soit quand même une architecture qui permet de fermer l'espace, de protéger des courants d'air, d'isoler aussi les pavillons les uns par rapport aux autres, de les fermer en dehors des heures de marché, etc. Donc il a vraiment été jusque dans le détail. Et quand on voit les dessins de Baltard, beaucoup de dessins sont conservés d'ailleurs, notamment concernant à la bibliothèque historique de la ville de Paris ou aux archives de Paris. Donc il y a une mémoire de Baltard qui est assez bien conservée maintenant. Eh bien on voit cette faculté à aller jusque dans le détail, y compris jusque dans des détails de décoration. Encore une fois, c'est un homme qui avait fait non seulement l'école des beaux-arts en architecture, mais également l'école des beaux-arts en peinture. Donc il avait cette capacité à dessiner l'ornementation, les détails, et à proposer après à des sculpteurs ou à des peintres, bien sûr, la mise en œuvre concrète de ces décors, mais simplement en ayant lui-même une vision très, très précise des choses et en maîtrisant aussi parfaitement ces techniques. Alors, vous avez raison, les pavillons des halles, avec leur structure métallique, leurs parois latérales en briques avec ce motif, moi j'ai décompté 400 marchés couverts construits en France, plus dans d'autres pays. À Barcelone, par exemple, très belle halle construite exactement sur le modèle des halles de Baltard. Donc vraiment, on peut dire que c'est une espèce de prototype qui a fait des petits, et ces marchés se sont répandus avec des variantes, avec des architectes différents, dans des contextes différents, des formes différentes, adaptées aux configurations locales, mais en même temps en définissant une espèce de série typologique, on dirait, c'est vraiment un type architectural qui est né avec les halles de Baltard, qui lui-même s'inspirait du marché en plein air ou du marché en bois, comme on le voit encore dans beaucoup de provinces, avec un toit qui protège, etc. Il a vraiment transposé le modèle traditionnel de la halle couverte ou en plein air dans une typologie nouvelle qui a été effectivement largement suivie dans beaucoup de marchés en France. À Lille, peut-être, il y a beaucoup de villes qui en ont. Beaucoup de villes, malheureusement, ont détruit leur marché dans les années 70-80, c'est dommage, pour faire place à un parking parfois, ou une place, enfin bon. Beaucoup de villes maintenant, ils ont restauré, puis ça devient des lieux centraux dans les villes. Il y avait une question peut-être tout à fait au fond là-bas. Faut prendre prenez le micro parce que là, on ne va pas entendre votre question. Même moi, j'aurais peut-être du mal à l'entendre. La question par ici. Oui, il me semble qu'il a aussi inspiré beaucoup de bibliothèques à travers le monde. De mémoire, non. Alors, de bibliothèque, on pourrait dire que c'est plutôt la Brouste, avec la bibliothèque Sainte-Geneviève et la Bibliothèque nationale. C'est pas Baltard, non plus. Baltard n'a pas fait de bibliothèque, il a fait à partir des marchés, justement, non? Pas vraiment. Alors, disons que les halles de Baltard ont pour la première fois, vous avez en partie raison, les halles de Baltard ont pour la première fois proposé une architecture métallique permanente, on n'était pas dans une expo universelle avec une architecture un peu éphémère, permanente, construite en plein centre-ville, visible par tous, un peu comme les gares d'ailleurs à l'époque, c'est contemporain, qui ont inspiré l'idée que on pouvait, dans beaucoup de cas, dans beaucoup de bâtiments publics, y compris dans des bibliothèques, rajouter une verrière ou concevoir le bâtiment avec une verrière qui associe du fer et du verre, qui permettait à la lumière naturelle de descendre. C'est un peu le modèle aussi de la bibliothèque Sainte-Geneviève ou notamment de la bibliothèque nationale de la Brousse. Et donc cette idée de couvrir un espace, ce qu'il a fait Baltard ici à l'ancien hôtel de ville,
ce qu'on a vu après dans les grands magasins, ce qu'on a vu après à petite échelle dans des restaurants, ce qu'on a vu dans plein de typologies de bâtiments, dans des banques par exemple, eh bien cette idée d'apporter de la lumière naturelle à l'intérieur même des édifices par ces cours vitrées, eh bien c'est directement, oui, inspiré de ce qu'il a proposé au Hall de Paris. Même si c'est pas formellement toujours, et si c'est pas toujours le même programme, bien sûr. Oui, c'est une question là. On vous apporte le micro. Il y a une église qui ressemble beaucoup, c'est la Trinité. Est-ce qu'il a participé ou est-ce qu'il avait un élève? Et je voulais savoir, Covent Garden, quand est-ce que les Anglais ont décidé de ne pas démolir et enfin ont pris conscience du potentiel? À quelle date? Je pense que c'est à peu près au moment des Halles. Covent Garden, de mémoire. Les Anglais étaient plus malins que nous, ça arrive souvent. Il faut bien le dire, il faut bien leur rendre justice. Covent Garden, ils l'ont gardé, c'est devenu un des centres de Londres, extrêmement animé, sympathique, intéressant, enfin c'est vraiment un centre très vivant de Londres. Et effectivement, on aurait pu imaginer qu'on démonte les Halles pour creuser la station du RER, parce qu'on a creusé profond, il fallait faire passer des réseaux, des chemins de fer, bon, oui peut-être, on aurait pu très bien les démonter, les remonter, au moins partiellement, peut-être sur 6 pavillons, et faire quelque chose qui aurait été sans doute un centre extraordinaire de Paris. On a construit le centre Pompidou et je pense que c'est un peu une expiation de la destruction des Halles que le choix d'avoir imposé, le choix fortement poussé par le président du jury, qui était Jean Prouvé, grand constructeur, un grand architecte, ingénieur constructeur, qui a présidé le jury du choix du centre Pompidou, et pour faire ce bâtiment métallique, en fait, très 19e, d'une certaine manière, dans son expression graphique, c'était aussi peut-être pour expier la destruction des Halles qui avait lieu juste à ce moment-là. La Trinité, il y a eu beaucoup, c'est Balu qui a fait la Trinité de mémoire, il y a d'autres architectes contemporains, si vous voulez, qui ont fait beaucoup de choses, y compris en introduisant ce que Baltard avait contribué, un des premiers à faire, des décors peints, intégrés en forme de fresques à l'ornementation, l'éclairage zénital, y compris par des petites coupoles qui couvrent les chapelles latérales. Donc il y en a plusieurs, il y a Notre-Dame de Lorette, il y a la Trinité, enfin il y a plusieurs églises, y compris celle faite par Hittorf sur près de la rue de Lafayette, là sur la rue de Lafayette, un peu en hauteur, là qui est Notre-Dame de non, pas Notre-Dame de Lorette, Saint-Paul. Saint-Vincent de Paul, oui, pardon, merci, voilà. Il y a beaucoup d'églises à Paris, hein, pour vous en souvenir de tout. Saint-Vincent de Paul, qui elle aussi a des fresques magnifiques. Il y en a d'autres aussi sur lesquelles il a travaillé que j'ai pas cité. Saint-Philippe du Roule, par exemple, il a pris la succession qui a été conçue au XVIIIe siècle. Il a pris la succession de l'architecte qui avait commencé une restauration, et puis lui-même a travaillé beaucoup. On ne voit pas son intervention, et dans beaucoup d'églises, on ne voit pas son intervention, et même en demandant, j'en ai fait l'expérience, aux gens qui sont dans l'église, enfin au personnel qui est là, ou qui font l'accueil, ils ne savent pas trop dire, est-ce que Baltard, lui, il a fait ses petites chapelles, il a rajouté... Bon. Par contre, on voit que la patte de Baltard, comment dire, son intention et sa démarche, qui était donc d'intégrer, encore une fois, le décor, la couleur à ces églises assez classiques, néoclassiques, on peut dire, eh bien, finalement, on la retrouve dans beaucoup d'églises parisiennes contemporaines faites par d'autres architectes. C'était Hittorf pour Saint-Vincent de Paul, Balu... où il y a des bâtiments comme le bâtiment de l'école des Beaux-Arts de par Duban, par exemple, qui a été aussi un bâtiment avec cette verrière qui a été rajoutée après. Un peu comme dans Saint-Augustin, des petites colonnes, si vous êtes allé voir la cour de l'école des Beaux-Arts, la cour couverte, du grand palais des études, il y a des petites colonnes à l'intérieur qui soutiennent une charpente métallique qui permet de couvrir la cour, qui a été rajoutée après. Donc il y a beaucoup de ces démarches qu'il a expérimentées dans les églises, en tirant parti de son expérience et de sa capacité à maîtriser le fer, qu'il avait acquise dès ses premiers projets, des Halles, avant les Halles qu'il a finalement réalisées, qui se retrouvent dans pas mal d'autres bâtiments de son époque. Mais encore une fois, il fait partie aussi d'un mouvement. Il n'est pas tout seul, c'est pas simplement le pionnier qui a tout fait. Non, il y en a d'autres comme, j'ai cité Henri Labrouste, par exemple, Duban et d'autres, et il y a une génération d'architectes vraiment de très grande qualité, et qui ont permis aussi de construire le Paris haussmannien, y compris dans les modestes immeubles dits haussmanniens, qui ont finalement constitué le tissu même de Paris. Oui.
Oui, quel regard vous portez aujourd'hui sur le site des Halles avec le forum, la canopée? Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que le site finalement ne s'est jamais remis de la destruction des pavillons Baltard? Oui, oui, je pense qu'on peut dire ça. Le site ne s'est jamais vraiment remis. Et donc, les multiples hésitations qui ont eu lieu, pas seulement les projets, mais les constructions, le premier forum des Halles, ensuite remplacé par la canopée, le choix finalement de faire un jardin. Je rappelle que sur les Halles, il y a eu quand même, avant la destruction des Halles, des grands projets dans les années 60, avec des tours, avec un projet où on rasait quasiment tout le centre de Paris. Bon, les architectes à l'époque étaient un peu brutaux, on va dire. Enfin bon, il y avait ça dans l'air du temps. On a démoli les Halles et après on s'est retrouvé un peu à pas trop savoir que faire de cet énorme espace. Il y a eu des concours plus ou moins spontanés avec des centaines de projets. Il y a eu Beaufil, qui, je pense que vous vous souvenez, dans les années 79 à peu près, ou 80, a été appelé pour faire un projet. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'hésitations pour finalement un jardin. Bon, c'est pas idiot de faire un jardin en plein centre de Paris, hein, il n'y a pas beaucoup. Cette canopée, bon, qui cherche à retrouver une espèce de grand équipement, de toit fédérateur, comme l'étaient un peu les Halles, pour moi, qui a été assez décrié, que personnellement je trouve pas si mal, mais qui n'arrive pas à faire oublier les Halles. Et les Halles ont été démolies il y a quand même 50 ans, hein, en 71. Oui. Non, si je peux juste avant, je voulais complimenter Catherine Lemoine, parce que c'est... Il faudrait prendre le micro. Tout à fait passionnant, mais on peut dire que Baltard, c'est évidemment un architecte très important dans Paris, mais c'est la mémoire d'un monde. Parce que quand on dit les Halles de Baltard, finalement, il y a peu d'architectes qui aient marqué un lieu. On dit la colonnade de Perrault, on dit la Tour Eiffel, et on dit les pavillons de Baltard. Donc, c'est quand même un hommage très rare donné par l'histoire de Paris. Mais les pavillons de Baltard, c'est l'évocation d'un monde extraordinaire qui a aujourd'hui disparu, parce que Rungis, c'est pas la même chose que les Halles, et sur lequel il y a encore énormément de témoignages, de documents, et moi j'ai des souvenirs d'enfants comme vous, de ce monde extraordinaire. Et on peut dire que, oui, la démolition des pavillons de Baltard a été certainement une très très grande erreur, mais ce qui a été fait, que ce soit pour le Centre Pompidou, Renaud Piano, que ce soit les arcades de Vasconi qui avait quelque chose qui évoquait, ou que ce soit Berger et la canopée, il y a quelque chose qui a hanté ces architectes, c'est le souvenir, le fantôme de ces pavillons disparus. Et ça montre bien que, voilà, il manque quelque chose. Ces pavillons étaient une création d'une extraordinaire originalité et elles se sont absolument pas effacées. D'ailleurs, il suffit de les évoquer pour les voir. Donc, on les a encore dans l'œil, dans la mémoire et dans la tête. Puis je voulais rajouter peut-être un mot. Il y a parmi les œuvres de Baltard une œuvre qui est tout à fait exceptionnelle par sa conception. Bertrand Lemoine en a très bien parlé. C'est quand même Saint-Augustin. Et ce qui est extraordinairement original dans Saint-Augustin, c'est comme vous l'avez très bien dit, il y a toujours finalement cette antinomie entre la pierre et le fer. Quand on fait de la pierre, on fait de la pierre. Quand on fait du fer, on fait du fer. Et quand on veut cacher le fer, ben, on met de la pierre. Quand on veut cacher la pierre, c'est exactement d'ailleurs ce qu'a fait la Brouste sur la place du Panthéon, où l'extérieur est entièrement en pierre et il faut entrer pour découvrir cette création de fer. Eh bien, Baltard est le seul architecte qui ait poussé jusqu'au bout de son génie cette osmose entre la pierre et le fer. Et à l'intérieur de Saint-Augustin, on voit ces colonnes qu'on n'a absolument pas cherché à cacher, qu'on a magnifiées dans leur aspect métallurgique extraordinairement fin, et cette osmose avec la pierre qui l'entoure. Et ça, c'est une œuvre que je ne connais pas ailleurs d'architecte qui ait vraiment voulu faire ce mariage. Cette union incroyablement originale entre la pierre et le fer, ce qui montre bien qu'il avait atteint, à la fin de sa carrière, je dirais, une maîtrise extraordinaire de toutes ces techniques architecturales. Bien. Oui, je préfère d'ailleurs ce mot osmose que antinomie, parce que justement, et c'est ce que je venais de dire, l'intégration et la visibilité de ce matériau nouveau qui vient
montrer que les colonnes supportent la charpente, et il y a quand même une architecture de pierre, y compris à l'extérieur. C'est fait avec beaucoup de subtilité et en tirant parti des qualités graphiques, d'expression architecturale des deux matériaux. Ils ne sont pas les mêmes. Quand Charles Garnier a fait l'Opéra de Paris, l'Opéra de Paris, c'est une structure entièrement métallique. Où est-ce que vous pouvez voir ce métal? Uniquement dans les combes, dans les salles de répétition qui sont tout en haut, où là le métal devient apparent, ou dans les petites salles latérales, tout en haut. Dans la salle principale, vous avez des gros piliers métalliques, mais que vous ne voyez pas en tant que tels. Je prends un exemple ici, on est dans une salle, une charpente entièrement métallique. Je peux le voir simplement par la portée, donc vous avez des poutres métalliques qui passent là, des poteaux qui descendent, mais il n'y a pas 1 cm² de métal qui est apparent, tout est recouvert, avec une certaine qualité, on peut dire, une certaine monumentalité, mais on n'a pas cette idée que la conjonction des deux matériaux, l'osmose, comme vous le disiez, entre les deux matériaux, produit finalement un effet intéressant qui est assez caractéristique tout de même d'un certain nombre d'architectes de cette époque, qu'on va retrouver aussi peut-être plus tard dans d'autres constructions, y compris des constructions éphémères, des expositions universelles. Mais je trouve qu'un des talents de Baltard, c'est justement ça, c'est d'avoir assumé sa vocation d'architecte classique, néoclassique d'une certaine manière, ou éclectique, tout en incorporant sa technologie, qu'il a été un des premiers à maîtriser, dans son architecture liée au métal, et qui était un des premiers à maîtriser, et l'incorporant dans son architecture. Donc je trouve que c'est vraiment un architecte qui est peut-être, y compris méconnu dans l'histoire de l'architecture, parce que les Halles de Baltard, évidemment, ça c'est un grand bâtiment, mais par exemple, ces églises, la trentaine d'églises sur lesquelles elle a travaillé, c'est un corpus qui est finalement beaucoup moins connu. Saint-Augustin, oui, parce que ça, c'est une église construite ex nihilo. Donc, tout son travail de restaurateur, où il a transformé les choses, et peut-être justement, là, je crois que la ville maintenant a bien compris que la transformation de ces églises, là, on a vu des belles rénovations récentes, ça va continuer, on peut l'espérer, bien sûr, eh bien, est importante parce que ça nous restitue aussi cette subtilité d'une architecture, y compris qui associe d'ailleurs l'art décoratif, la peinture, la sculpture, la couleur, pas forcément évident, et en tous les cas qui est très caractéristique de son époque. Il y a pas Encore peut-être une question. Une dernière question, vous avez le bras levé là-bas. On va vous la porter. Peut-être juste dire, ce qui est dommage, c'est que finalement, il a été quand même architecte de la ville de Paris, architecte diocésain, et ça n'a pas été écrit quelque part. Enfin, tous ces travaux n'ont pas été... Il y a eu un peu de travaux sur Baltard, sur non, mais il n'y a pas d'archives. Il y a une exposition au musée d'Orsay il y a quelques années, qui était pas mal, et puis il y a eu 2-3 livres, mais c'est vrai qu'on n'a pas... L'histoire de l'architecture n'a peut-être pas suffisamment rendu justice, vous avez raison, à Baltard. Oui. Merci pour cette dernière question, merci pour cette conférence passionnante. Juste une petite question très simple. Pourquoi elles ont été détruites pour des raisons sanitaires, les halles de Baltard, au départ, ou pas? Qu'est-ce que vous entendez par sanitaire? Je ne sais pas. Pour quelles raisons est-ce qu'elles ont été détruites? Non, elles ont été, à mon avis, pour plusieurs raisons. Parce il y a eu quand même d'abord un mouvement d'opinion pour les conserver. Même, je vous dis, un Américain a proposé de les racheter. Enfin, il y a eu des manifestations. Enfin, ça a été assez loin dans l'opinion, y compris dans... Beaucoup de gens ont pris parti, exprimé quand même leur souci de conserver ces halles. Il y avait deux choses. Il y avait l'idée que, à la place des halles, on allait construire un grand nœud ferroviaire, la station du RER B, l'interconnexion entre différentes lignes de métro. Il y avait un grand pôle d'échange, comme on dirait aujourd'hui, enfin, un mot que je déteste d'ailleurs, enfin, une grande gare souterraine qui était en cours de construction. Et donc on associait d'ailleurs déjà un centre commercial pour rentabiliser en quelque sorte les travaux très importants, parce qu'il fallait creuser profond. Le RER, ça passe 25 mètres de profondeur. Hein. Donc il y avait cette idée que les halles, ça gênait, quoi. Il valait mieux premièrement. Deuxièmement, les halles, c'était fragile, c'était léger, pas compliqué à démolir. On a vu les photos, voilà quelques coups de grue, et puis ça tombe, puis après ça fait de la ferraille qu'on va recycler. Voilà, donc ça ne paraissait pas comme quelque chose de compliqué à démolir. Et puis il y avait quand même plus profondément un certain ostracisme vis-à-vis du XIXe siècle, vis-à-vis de l'architecture métallique. La gare d'Orsay a failli être démolie. Rappelez-vous qu'il y a eu un concours pour la gare d'Orsay, il y a eu 6 équipes. Il y a une équipe, Colboc, Bardon, Philippon, il faut les citer, qui ont proposé de conserver la gare et d'en faire la nef du musée.
avec un parcours en montant. Après, Gao Lenti a été appelé pour définir ce parcours, etc. Conserver le bâtiment avec les combles sur le quai pour faire la salle des impressionnistes, conserver l'hôtel qui était le long, enfin, les salons, conserver l'essentiel de la gare. Et ça, c'était une proposition qui était la seule parmi les 6 et qui a été retenue intelligemment. Et du coup, peut-être que le souvenir de la démolition des Halles a pesé indirectement, comme je l'avais dit, sur le projet du Centre Pompidou, mais sur le Gare d'Orsay, pour se dire, ben non, finalement, c'est une gare de 1900, mais qui a quand même ses capacités, sa qualité architecturale, son intérêt. Il ne faut pas la démolir. Le Corbusier lui-même a fait des projets d'hôtels en démolissant complètement la gare d'Orsay, qui a pourtant été à l'abandon pendant longtemps, parce qu'elle a été fermée en 1939, je crois, et puis ensuite elle est restée des usages un petit peu éphémères. Voilà, donc c'était quelque chose qui était encombrant. Si les Halles, peut-être, n'avaient pas été démolies, peut-être qu'on aurait démoli la gare d'Orsay, peut-être pas. En tous les cas, je pense qu'il y avait aussi certain mépris, on peut dire. Paris a célébré Guimard, il y a 1 an ou 2, enfin l'an dernier ou il y a 2 ans. Je rappelle qu'Hector Guimard, qui est quand même un grand architecte d'art nouveau, pas seulement les stations de métro, des maisons, des hôtels particuliers, des grands architectes, on appelait ça le style nouille dans les années 60. Nouille, c'est pas très valorisant, c'est plutôt péjoratif. Aujourd'hui, on ne dit plus ça. On dit l'art nouveau, on a reconnu maintenant la capacité créatrice incroyable de cet art. Donc je pense qu'il y avait une volonté, ou un certain mépris, on veut dire, pour cette architecture. On disait même, je ne sais plus qui avait dit ça, le stupide 19e siècle, rappelez-vous. Voilà. Donc, on est revenu de ça, heureusement, maintenant, mais ça a été, il y a 50 ans, c'était présent dans beaucoup d'esprits, y compris de bons esprits. Merci infiniment, cher Bertrand Lemoine, pour cette